Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment le Triceratops se battait contre le T-Rex? Si vous voulez le savoir, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et aussi de bien suivre la vidéo jusqu'au bout. Et c'est parti! Les ancêtres de l'illustre lignée des dinosaures apparaissent il y a 236 millions d'années, avec le petit avénétatarsalien Lagosuchus, qui vivait en Argentine. Il mesurait à peu près la même longueur qu'un chat, et avait le rôle d'un petit carnivore comme le furet dans la chaîne alimentaire. C'est ce petit animal pas très imposant qui donnera naissance à la prestigieuse lignée des dinosaures. Les dinosaures étaient des animaux à sang chaud. Un caractère très important pour la suite, beaucoup, surtout dans le clade des théropodes, étaient dotés de plumes, bien que la plupart possédaient des écailles sur leur peau. Ils possédaient des formes très variées, des tanques comme l'ankylosaure, en passant par les prédateurs comme le carnotaure, avec ses tout petits bras aux énormes céropodes argentins. On ne sait pas grand chose sur le tout premier dinosaure, Nyasasaurus, mais il donnera naissance aux deux groupes principaux de dinos qui vont régner sur la Terre pendant tout le Mésozoïque, les ornithischiens et les saurischiens. Les ornithischiens sont un groupe de dinosaures caractérisés par deux choses. Leur régime herbivore et leur bassin qui ressemble à celui des oiseaux modernes, bien que ce soit une convergence évolutive. Les ornithischiens apparaissent au Trias supérieur il y a 229 millions d'années avec Pisanosaurus, le tout premier ornithischien connu. Un petit herbivore bipède d'environ 1 mètre de long qui arrachait la végétation avec ses dents de sa mâchoire inférieure qui ressemblaient étrangement à celle d'un rongeur. Il vivait dans l'Argentine aux côtés d'autres dinosaures primitifs comme Eoraptor et Herrerasaurus. Il donnera naissance ensuite au début du Jurassique à deux sous-ordres, les Thyréophores et les Cérapodes. Les Thyréophores sont le groupe qui donnera naissance aux ankylosaures et aux stégosaures. Et les cérapodes, le groupe qui donnera naissance aux cératopsiens, aux ornithopodes, etc. et à plein de dinos en fait. Les thyréophores sont un groupe de dinos caractérisés par leur usage des ostéodermes, des plaques osseuses sur la peau comme celle du pangolin par exemple, dont les plus notables exemples sont le stégosaure et l'ankylosaure. C'étaient tous des herbivores et curieusement, ils avaient un cerveau minuscule comparé à leur taille. Le thyréophore le plus primitif connu est le scutellasaure, un petit herbivore bipède d'environ 1,3 m de long qui vivait dans le Jurassique inférieur il y a 196 millions d'années. Son dos et sa queue étaient recouverts de rangées parallèles d'ostéodermes. Ensuite, les thyréophores évolueront pour donner naissance au groupe des euryopodes, qui ont comme membres principaux les stégosauriens et les ankylosauriens. Les stégosauriens sont un groupe de thyréophores apparu pendant le Jurassique moyen il y a 169 millions d'années. Les stégosaures possèdent un bec caractéristique de beaucoup d'ornithischiens. Ils étaient tous quadrupèdes, bien qu'on pense qu'ils pouvaient se dresser sur leurs pattes pour attraper de la nourriture dans les arbres par exemple. Les stégosauriens sont caractérisés par leurs plaques osseuses présentes sur leur dos et sur leur cou, bien qu'elles varient énormément en taille selon les espèces. Le premier stégosaurien connu est Huaiyan Gosaurus, un relativement petit stégosaurien de 4 mètres de long qui vivait il y a 165 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui la Chine. Et contrairement au fameux stégosaurus et ses cousins, il possédait toujours des dents prémaxillaires, un caractère qui n'est plus présent chez les stégosauriens tardifs. Ensuite, des stégosauridés apparaîtront avec les stégosauriens les plus connus comme Kentrosaurus et Stegosaurus. Kentrosaurus était un stégosaure qui vivait en Afrique, dans la Tanzanie, il y a 152 millions d'années. Il mesurait environ 4,5 mètres de long pour un poids d'environ 1 tonne. Le Kentrosaurus possédait une rangée d'épines sur son dos et sur son cou. Comme tous les autres thyréophores, il possédait beaucoup d'ostéodermes sur son corps. Le grand et l'unique Stegosaurus, quant à lui, est un grand dinosaure herbivore qui avait vécu au Jurassique supérieur, à peu près en même temps que Kentrosaurus. Cet herbivore massif mesurait 7 mètres de long et pesait 3,5 tonnes. Cet imposant thyréophore vivait dans les environnements des États-Unis et du Portugal, qui étaient reliés à cette époque. Bien que le stégosaure pesait plusieurs tonnes, son cerveau était minuscule par rapport à sa taille, pesant seulement 80 grammes. Les ostéodermes qui couvraient son dos étaient en forme de plaques. On pouvait trouver entre 17 et 22 plaques sur son dos, qui mesuraient 60 cm de haut environ. On pense que les plaques en forme d'épines de la queue du stégosaure servaient probablement pour la défense et celle de son dos pour la parade nuptiale ou même la thermorégulation. Mais le stégosaure et sa lignée ne survivra pas à la transition entre le Jurassique et le Crétacé il y a 145 millions d'années. Mais d'autres thyréophores survivront à cette extinction, les ankylosaures et leurs cousins. La lignée des ankylosaures s'est séparée de celle des stégosaures il y a 170 millions d'années dans le Jurassique moyen. Ils sont caractérisés par leurs ostéodermes, qui à la différence des stégosaures avec leurs ostéodermes en forme de pic, les ankylosauriens avaient des ostéodermes fusionnés, ce qui formait une sorte d'armure sur leur corps, ce qui leur permettait de se protéger contre les terrifiants prédateurs du Mésozoïque. Le début de cette lignée commence il y a 168 millions d'années avec le tout premier ankylosaurien connu, Spicomellus, un thyréophore primitif qui mesurait à peu près 3 mètres de long. Il avait un corps couvert d'épines, ancêtre des plaques d'ostéodermes qui serviront aux grandes armures des ankylosaures tardifs. Ensuite, les ankylosauridés continueront leur évolution avec Cumbarasaurus,
un ankylosauridé qui avait vécu au Crétacé en Australie. Les plaques présentes sur son dos sont déjà plus larges que celles de Spicomelus. Ensuite, la lignée se séparera en plusieurs groupes, mais je vais traiter que les deux groupes principaux, les nodosauridés et les ankylosaurinés, pour une question de watch time entre autres. La grande différence entre ces deux groupes est le fait que les nodosauridés, contrairement aux ankylosaures, ne possèdent pas de massue sur le bout de leur queue. Le premier nodosaure connu est le Mimur pelta, qui mesurait 3 mètres de long et pesait entre 300 et 600 kg, et qui vivait dans le Jurassique supérieur, dans les plaines de ce qui était, il y a 155 millions d'années, les États-Unis d'Amérique. Mimur pelta était une espèce qui avait une armure de plaques osseuses accompagnée de pics sur son flanc et sur son dos. Ensuite, au Crétacé inférieur, un autre nodosauridé apparaîtra, le dénommé Polacanthus, un nodosauridé du Crétacé inférieur. Ce nodosauridé avait vécu il y a 129 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui l'Europe de l'Ouest. Cet animal mesurait 4 mètres de long pour un poids d'environ 400 kg. Il avait une armure constituée de pics et de plaques osseuses fusionnées sur la moitié supérieure de son corps. Ensuite, la famille des nodosauridés formera la sous-famille des nodosaurinés il y a 112 millions d'années, dont je vais traiter que l'espèce principale, le nodosaure, sinon la vidéo prendrait 3 ans en fait. Cet ankylosaurien avait vécu il y a 95 millions d'années. C'était un animal qui pouvait mesurer jusqu'à 6 mètres de long et qui gambadait dans ce qui est aujourd'hui les plaines de ce qui était l'état américain du Wyoming. Il pesait un poids énorme de 3,5 tonnes. Ensuite, la lignée des nodosauridés s'éteindra il y a 66 millions d'années au Crétacé supérieur. Son groupe cousin, les ankylosaurinés, eux, apparurent il y a 105 millions d'années. Le plus ancien ankylosaurinés est Crichton pelta, qui avait vécu il y a 99 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui la Chine. Il évoluera ensuite pour donner naissance à Tsangastegia, un thyréophore qui vivait dans ce qui est aujourd'hui le désert de Gobi en Mongolie il y a 92 millions d'années. Cet ankylosaurinés mesurait 6 à 7 mètres de long pour un poids de 1 à 4 tonnes. Sa queue était terminée par une petite massue qui deviendra énorme chez les ankylosaures tardifs. La lignée des célèbres ankylosaures évoluera ensuite dans le temps pour donner naissance à Saïchania il y a 75 millions d'années, dans le Crétacé supérieur de la Mongolie et de la Chine. Il mesurait 5 à 7 mètres de long pour 1 à 2 tonnes. Ensuite, la lignée de Saïchania se diversifiera pour former le célèbre genre de l'ankylosaure. Il y a entre 68 millions d'années et 66 millions d'années. Cet animal vivait dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord, se défendant contre des prédateurs comme le tyrannosaure et les Struthiomimus. Il mesurait entre 6 et 8 mètres de long et pesait entre 5 et 8 tonnes. Son corps était recouvert d'ostéodermes allant de 1 cm de diamètre à 35 cm et était réparti en lignes. Son cou était protégé par un anneau d'ostéoderme qui devait servir à la défense contre les prédateurs. La queue de l'ankylosaure était constituée de 2 grands ostéodermes collés. Elle mesurait 60 cm de long et 40 cm de large. Et l'ankylosaure s'en servait probablement pour briser les os de ses prédateurs. Il se nourrissait de fougères, d'arbustes et de fruits, et consommait, s'il avait le sang chaud, environ 60 kg de nourriture par jour, ce qui est assez grand quand même. Il vivait dans un environnement subtropical, dans lequel poussaient des plantes comme les angiospermes, des conifères, des fougères et des cycas. Mais malheureusement, il y a 66 millions d'années, l'astéroïde qui a enclenché l'extinction Crétacé-Paléogène mettra un terme définitif à la lignée des ankylosaures. Mais si vous le voulez bien, remontons le temps à l'époque de Pisanosaurus pour étudier le groupe cousin des thyréophores, les cérapodes. Les cérapodes, dès leur apparition, se sont rapidement divisés en 2 groupes, les ornithopodes et les marginocéphales. Les ornithopodes sont des dinosaures généralement bipèdes qui vivaient un peu comme les vaches modernes. Ils étaient grégaires et vivaient en troupeaux. Et les marginocéphales sont un clade de dinosaures qui possédaient un crâne épais, très souvent garni de cornes. L'évolution des ornithopodes commence il y a 140 millions d'années dans le Crétacé inférieur avec l'espèce Gideon mantelia, l'ornithopode le plus primitif connu à ce jour. Il avait vécu dans ce qui était l'Espagne au Crétacé inférieur, il mesurait à peu près 1 mètre de long et avait un régime alimentaire herbivore. Les ornithopodes se diviseront ensuite en 2 clades, les élasmariens et les iguanodontiens. Les élasmariens sont un groupe d'ornithopodes qui compte 7 espèces, dont Talen Cohen, un élasmarien qui vivait en Amérique du Sud, plus précisément en Argentine. La longueur de son corps était d'environ 4 mètres de long pour 300 kg. Talen Cohen possédait un bec mais possédait encore des dents dessus. Et c'était un herbivore bipède. Ensuite, les iguanodontiens, eux, continueront l'évolution de la lignée des ornithopodes. Le premier iguanodontien connu est Komnoria, un ornithopode d'environ 3,5 mètres de long, même si le spécimen retrouvé était probablement juvénile, donc il était peut-être encore plus grand que son fossile. Il avait vécu au Royaume-Uni il y a 153 millions d'années. Ensuite, la lignée continuera à évoluer pour donner naissance au Tenontosaure, un ornithopode de taille moyenne à grande de 6 à 7 mètres de long et pesait de 600 kg à 1 tonne. Il avait vécu aux États-Unis il y a 115 millions d'années et il se nourrissait de plantes comme des fougères, des conifères et des arbustes. Cet iguanodontien était chassé par des animaux comme le Deinonychus, un raptor du Crétacé inférieur, dans ce qui était un milieu sec et aride.
Mais ensuite, les iguanodontiens se diversifieront au fil des années pour former le groupe des gyromorphes, un groupe qui compte deux sous-groupes, les gyrosauridés et les ankylopolexia, les iguanodonts, parasaures, etc. Les gyrosauridés, c'est un groupe d'iguanodontiens primitifs qui faisait environ 3 mètres de long et vivait dans les États-Unis. Les ankylopolexia, eux, comportent plusieurs espèces, par exemple l'iguanodon, un des dinosaures les plus connus, et d'ailleurs un des tout premiers connus, découvert dans toute l'Europe de l'Ouest. Le premier spécimen a été découvert en 1825 en Angleterre par le géologue Gideon Mantell. L'iguanodon avait vécu au Crétacé inférieur il y a 126 millions d'années. Ce grand herbivore était sûrement un animal sociable qui vivait en troupeau. Il mesurait entre 9 à 11 mètres de long et pesait 4,5 tonnes. Les iguanodons étaient bipèdes et quadrupèdes, pouvant alterner entre les deux positions selon les besoins. L'iguanodon avait un bec couvert de kératine et possédait des dents qui ressemblaient à celles des iguanes, d'où son nom d'ailleurs du coup, et plus grandes. Il possédait de grands pouces dont il pouvait sûrement se servir pour se défendre contre les prédateurs de son époque. Comme autre espèce, il y avait Parasaurolophus, un genre d'hadrosauridés qui vivait dans l'Amérique du Nord entre il y a 77 millions d'années et 73 millions d'années. Le Parasaurolophus est un dinosaure avec une particularité assez bizarre. En effet, il possédait une grande crête recourbée sur sa tête. Cette crête devait sûrement lui servir à réguler sa température ou émettre un son puissant avec. Peut-être pour la reproduction ou pour faire peur à des prédateurs, on ne sait pas trop. Cet animal mesurait 9,5 mètres de long pour une masse de 2,5 tonnes. Comme l'iguanodon, le parasaure pouvait alterner entre la position bipède et quadrupède. Le parasaure, comme tous les hadrosauridés, possédait un bec avec lequel il se nourrissait de conifères, de fougères, etc. Où il se faisait chasser par le tyrannosauridé Gorgosaurus, un grand prédateur du Crétacé supérieur. La dernière espèce d'ankylopolexia dont on va parler est l'Edmontosaurus, un des plus grands ornithopodes connus, avec une longueur impressionnante de 13 mètres pour 4 tonnes. Il avait vécu il y a entre 73 millions d'années et 66 millions d'années, en Amérique du Nord. Sa tête était triangulaire, surmontée par une bosse osseuse. Selon des études, l'Edmontosaurus pouvait courir jusqu'à 50 km/h, ce qui aurait été utile pour échapper à des prédateurs comme le fameux T-Rex, l'Albertosaurus ou le Daspletosaurus. Cet animal vivait dans les régions côtières ou des marécages. L'Edmontosaurus avait un cerveau beaucoup trop petit pour sa taille, ce qui faisait qu'il était sûrement un peu coucou. Mais revenons du côté de la lignée des cérapodes pour parler des marginocéphales, le groupe frère des ornithopodes caractérisé par leur crâne renforcé. Les marginocéphales sont apparus il y a 161 millions d'années au Jurassique supérieur. Ils se diviseront rapidement en deux groupes, les cératopsiens et les pachycéphalosaures. Pour une question du jury de la vidéo, je ne vais traiter qu'une seule espèce de pachycéphalosaure, le Pachycephalosaurus. Le Pachycephalosaurus était une des dernières espèces de dinosaures à avoir vécu il y a entre 70 millions d'années et 66 millions d'années dans l'Amérique du Nord. C'était un herbivore bipède caractérisé par son crâne particulièrement épais, garni de pics osseux, dont il devait sûrement se servir pour se défendre ou se battre entre membres de la même espèce. Ce dinosaure mesurait 4,5 mètres de long pour à peu près 400 kg. Il se nourrissait de feuilles, de fruits, etc. Il devait se défendre contre des prédateurs comme le T-Rex ou Dakotaraptor. De l'autre côté de la lignée des marginocéphales, les cératopsiens commencèrent à évoluer il y a 161 millions d'années avec le petit dinosaure Yinlong. Yinlong était un dinosaure chinois assez petit, mesurant à peu près 1,2 mètre de long et pesait 10 kg. Il avait vécu il y a 161 millions d'années dans l'Asie centrale et son crâne commençait à être robuste comme ceux de ses descendants les cératopsiens. Mais il avait toujours une position bipède comme les ornithopodes primitifs. La lignée des cératopsiens continuera avec le Psittacosaure, un dinosaure qui avait vécu il y a 126 millions d'années en Chine, Mongolie, Russie, etc. C'était un petit animal qui mesurait à peu près 2 mètres de longueur pour 20 kg. Sur son crâne, il possède un bec très semblable à celui d'un perroquet. Son crâne se rapproche encore plus de la forme de celui des cératopsiens les plus récents, bien que la collerette osseuse caractéristique des cératopsiens soit encore absente. Le Psittacosaurus possédait une rangée de petites protoplumes sur son dos. Son régime alimentaire était herbivore, se nourrissant de graines et de noix. Les jeunes psittacosaures vivaient sûrement en groupe de juvéniles pour se protéger. Ils se faisaient chasser par des mammifères comme le Rhypenomamus, un des tout premiers mammifères connus. Ensuite, les cératopsiens évolueront pour former le groupe des coronosaures, la partie du groupe des cératopsiens qui ont eux développé la collerette osseuse. Ils sont divisés en trois groupes, les leptocératopsidés dont je ne vais pas parler car flemme, les protocératopsidés avec le célèbre Protocératops, et les cératopsoïdés avec le célèbre Triceratops et ses cousins. Commençons d'abord par traiter les protocératopsidés, puis enchaînons avec les cératopsidés, dont on va traiter que les espèces principales parce que j'ai décidé, donc voilà. Donc le Protocératops était un cératopsien qui avait vécu dans ce qui est actuellement la Mongolie il y a 75 millions d'années. C'était un petit cératopsien qui mesurait à peu près entre 2 et 2,5 mètres de long, pour une centaine de kilos. C'était un animal quadrupède qui possédait un grand bec. L'arrière de son crâne était formé de façon à créer une collerette.
Le Protocératops était un animal avec un régime alimentaire majoritairement herbivore, même si certaines théories disent qu'il était potentiellement omnivore. Le Protocératops vivait dans le même environnement désertique que beaucoup de ses prédateurs comme le célèbre Vélociraptor, un théropode très connu du grand public. D'ailleurs, un des fossiles les plus célèbres de Protocératops a été retrouvé en plein combat avec un Vélociraptor qui se sont probablement entretués, puis se sont fait ensevelir par de la boue. Les Ceratopsoidés sont un groupe, eux, qui compte dans leur rang les cératopsidés les plus évolués et connus comme le fameux Triceratops, un des dinosaures les mieux connus dans le monde. Ce dinosaure iconique a vécu il y a 68 et 66 millions d'années. Dans ce qui est maintenant l'Amérique du Nord, ce gigantesque cératopsien était herbivore et 100% quadrupède. Il mesurait entre 8 et 9 mètres de long, ce qui est énorme pour un poids estimé à 5 à 9 tonnes. Le Triceratops avait un énorme crâne qui mesurait 2,5 mètres de long. Il possédait une collerette à l'arrière de son crâne. Ses deux énormes cornes principales mesuraient 1 mètre de long. Il possédait un bec comme beaucoup d'autres ornithischiens et plus tard les oiseaux. Il se nourrissait de plantes qui poussaient près du sol, comme des fougères par exemple. Ses cornes étaient utilisées pour combattre ses prédateurs comme le fameux T-Rex, par exemple, dont on a retrouvé des traces de combat sur des squelettes. D'ailleurs, le Triceratops utilisait peut-être sa collerette pour un parade nuptial, mais on n'est pas sûr. Le Triceratops est présent dans de nombreuses œuvres de la pop culture, comme Jurassic Park, plein de documentaires, des jeux comme The Isle et Ark, et plein d'autres encore. Mais l'extinction Crétacé-Paléogène stoppera la lignée des cératopsiens. Et plus généralement, cette extinction causée par la chute de la célèbre météorite dans la péninsule du Yucatan, et un volcanisme intensif emportera dans la tombe tous les ornithischiens. C'était tout pour cette vidéo qui est l'avant-dernière de la série sur l'évolution des vertébrés. D'ailleurs, je suis désolé pour ma voix aujourd'hui, j'étais malade, donc c'est un peu pour ça que je parlais avec le nez en fait. Si vous voulez en savoir plus sur la biologie en général, cliquez sur la vidéo qui va s'afficher juste là.